plutôt... Alors, à moyen terme, nous devons avoir une assurance communautaire parce qu'il y a aussi l'expansion de nos programmes de tutorat dans d'autres régions. Nous avons aussi d'autres églises de nos pasteurs qui peuvent avoir besoin de ces programmes de tutorat musical et éducatif. C'est très important. Alors, nous n'allons pas nous cantonner seulement sur Toronto. Je vois, on en réclame peut-être à Brampton ou à Ajax. Nous allons prendre des programmes dans d'autres régions. Ça, c'est à moyen terme. Alors, à long terme, naturellement, nous aurons besoin d'un siège. J'ai mis ça à long terme parce que je sais ce que ça fait. On ne peut pas être là pour juste flamber, ou frimer, ou faire la course avec qui que ce soit. On fait avec la politique de ses moyens, selon la disponibilité. Ce dont on dispose, c'est avec ça qu'on va faire avec. On ne peut pas se lancer dans une aventure dont on ne connaît pas l'issue. Donc, nous avons besoin de moyens pour avoir un siège, et encore, il faut que nous soyons capables de payer régulièrement. Alors, ceci, votre contribution en tant que communauté sera extrêmement importante. Alors, comme je l'ai dit, notre Assemblée générale c'est aussi une plateforme d'information, de la promotion de la culture et du savoir. Donc, j'avais prévu ces interventions. Je tiens à vous signaler que l'intervention numéro 1, la personne n'est pas sur place à Toronto parce qu'elle a un problème en dehors du Canada, n'est pas sur place. Et puis, l'intervention numéro 2, il y a Arthur Kalonda qui va vous présenter un projet de développement communautaire. L'intervention numéro 3, nous avons M. Marc Dubé qui est sur place ici avec Mme Emma. Ils vont vous présenter ce qu'il y a comme projet dans notre pays, c'est-à-dire l'organisme construit des maisons chez nos pays à Kimpoko, pour ceux qui connaissent bien Maluku, Kinshasa. Alors ils vont présenter leur projet, vous allez voir, vous avez des questions que vous allez poser, éventuellement pour vous engager si, selon l'intérêt que vous voyez. Et puis il y a Maman Magui Kabamba qui va nous présenter aussi, faire l'exposé sur l'exposition son livre et aussi sur les éclaircissements sur le fonctionnement du secteur minier. J'avais envoyé dans un originalement que c'était le fonctionnement du code minier, mais c'était un peu trop large, mais c'est plutôt le secteur minier, puisqu'elle a travaillé dedans, et c'est une personne qui pourra quand même nous apprendre beaucoup de choses. Donc, bref, c'est ça le bilan que je vous présente. Et je tiens à vous signaler qu'au début, j'ai dit la cause est égale à l'amour, n'est-ce pas? L'amour, l'ouverture, l'entraide, c'est ça. Vous m'avez vu partout, j'ai couru à gauche, à droite, comme je vous ai expliqué, j'ai eu très peu de temps pour moi-même, même pour ma famille. Je l'ai fait avec le cœur. Je voudrais que les gens comprennent le message que j'envoie. J'étais partout pratiquement. Et je vous dis, je vous le répète, vous ne le savez pas, mais il y a eu des fois, la plupart du temps, j'ai dormi 3 heures, 4 heures. Je me suis retrouvé sorti depuis le matin pour revenir à 2 heures du matin. Je peux être à Brampton pour aller jusqu'à Hamilton et revenir. Quand il y a un problème, je ne peux pas rester insensible à ça. Alors, tout ça, ça demande de l'énergie, ça demande de la volonté, ça demande de l'amour. On ne peut pas le faire si on n'a pas l'amour envers ses compatriotes. Même ma voiture, je ne peux pas vous dire combien de kilomètres. J'ai fait l'entretien de la voiture 4 fois. À chaque fois, je l'ai fait 2 mois avant. À chaque fois, je dis bien. Parce qu'avant avant d'occuper ces responsabilités, on me disait, bon, vers telle date, je vais chez le concessionnaire, je reviens à cette date-là. Et les kilométrages tombent au kilomètre près. Mais désormais, ça fait 4 fois que j'ai fait l'entretien de ma voiture, mais 2 mois en avance. Vous pouvez vous imaginer combien de kilomètres vous pouvez avoir à faire en l'espace de 2 mois. Cela peut vous donner une idée, ceux qui ont fait la physique, hein, pour calculer un peu, ça peut vous donner une idée combien je roule. Et à chaque fois, je suis parti. Quand il y a un compatriote quelque part, je suis parti. Quand il y a ça, je suis parti. J'étais toujours à gauche, à droite. J'ai fait ça, j'étais là, à gauche, à droite. Alors, au nom de tous les comités ici, je tiens à vous dire merci pour vos soutiens. Parce que j'ai vu aussi, quand je suis parti, partout où je suis allé, j'ai vu des compatriotes qui étaient très contents de me voir, très heureux de me voir, et puis qui disent, mais vraiment, c'est une fierté de vous avoir. Voilà ce qui m'a donné ce beaucoup de courage pour rester là, pour tenir. Malgré que j'ai eu beaucoup de problèmes, même au niveau du travail, beaucoup de fatigue, mais je suis allé quand même. L'énergie est là. Maintenant, on demande votre soutien. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ceci dit, je tiens à vous remercier. Je rappelle que le président de la séance pourra continuer maintenant pour pouvoir assurer la présentation telle qu'elle est faite là-bas. Mais je pense, je ne sais pas si Arthur est déjà dans la salle. Voilà, Arthur est là. Et puis, il y a aussi Maman Magui est dans la salle. Maman Magui est là. Donc, il y aura 3 présentations. Donc, il est quelle heure là? Donc, on va essayer de le gérer de manière à ce qu'on puisse terminer tout ça.
Je sais que nous avons eu quand même un décalage, il y a eu le point technique, on n'a pas eu beaucoup de micros, tout ça. Si je peux demander ceux qui peuvent se libérer pour l'instant, on peut faire un break. Ceux qui veulent prendre peut-être quelque chose, un jus ou quelque chose de l'eau, un peu des trucs là-bas, vous pouvez amener ici, attention de ne pas éviter pour ne pas mouiller la salle. Tout ça, vous pouvez boire soigneusement pour ne pas mouiller la salle. Comme ça, ça pourrait nous faire gagner du temps. Parce que je souhaite que quand Marc va faire sa présentation, normalement Guy va parler et puis notre frère Arthur va parler. Je souhaite qu'il y ait un temps derrière pour pouvoir poser des questions. Et par rapport à ce que je viens de dire, puis nous sommes dans le fait, est-ce qu'il y a des questions, par exemple, de la communauté par rapport à ce que je viens d'exposer? S'il y en a, le président, vous êtes là pour gérer ça, je suis là pour répondre. S'il n'y en a pas, on va se faire gagner du temps. Vous avez la montre. Nous sommes supposés finir ici à 6 h. Nous quitterons ici à 6 h. Je suis désolé qu'on ait commencé avec du retard, de bonne technique, mais à 6 h, on doit arrêter. On ne va pas déborder. Alors, à vous de gérer ça, Monsieur le Président. Ok. Merci, Président. J'ai invité déjà certaines personnes à Seneca College dans le domaine de Fire Protection Engineering et ils ont été surpris de voir même des femmes de notre collectivité arriver là-bas. Et dès qu'ils ont terminé, ils ont été tout engagés par le gouvernement, avant même qu'ils terminent les études. 3 ans, vous êtes ingénieur en protection contre l'incendie à Seneca College. Ce sont des domaines où moi je suis dans le secteur et je me retrouve, ce sont des institutions para-étatiques, on se retrouve seul. Et quelquefois on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? On nous demande, qu'est-ce qu'on fait là? Mais il y a tellement d'opportunités, mais peut-être que les gens cachent l'information. Je ne sais pas, on ne cache pas, mais je suis obligé quand même de pouvoir partager cette information avec les gens. Les gens vont faire des choses, et quand ils arrivent à la fin des études, ils se disent, mais pourquoi j'ai fait cette étude? Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Alors qu'il y a des domaines où vous faites pas attention, il y a des emplois assurés. Avant que vous terminez, vous êtes déjà parti. Ça, c'était le premier point, parce qu'en groupe derrière le temps, si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations, je pourrais vous en donner. Ça prend 3 ans. Vous êtes ingénieur en protection contre l'incendie et vous êtes embauché avant que vous terminez. Ça, je vous le garantis. Et vous allez faire technicien 2 ans et vous avez du travail. Si vous êtes ambitieux, vous pouvez créer votre propre entreprise de protection contre l'incendie. Ça, c'est une appellation générique. Donc, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a la détection intrusion, il y a peut-être aussi le CCTV qu'on appelle le vidéo monitoring, qu'on met un peu partout. Voyez-vous, c'est protégé par la législation, les assurances demandent qu'il y a certaines choses. Donc il y a tellement des emplois dans ce domaine-là, et je voudrais vraiment que vous en profitiez. Ça, c'était le premier point. Mon deuxième point, le deuxième point, ça sera dans le vif du sujet, un projet de développement collectif communautaire. On se demande quelquefois pourquoi nous ne sommes pas comme les autres. Il y a des communautés chinoises, il y a des communautés indiennes, il y a des communautés, d'autres communautés en fait, qui marchent mieux. Mais ils ne sont pas aussi meilleurs que nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas? On se pose quelquefois la question. Il y a des gens qui s'intéressent à nous. Comme aujourd'hui, on a la présence de M. Mike. Il s'est intéressé à nous, mais je vous dis quel effort il fait
pour pénétrer notre communauté. Il se trouve de barrières. J'ai eu des entretiens avec lui, personnellement, dans son bureau, mais ce n'est pas évident. Nous ne sommes pas ouverts. Et peut-être que nous ne sommes pas organisés. Et je profite de l'occasion pour dire un grand merci à notre frère Patrick. L'effort qu'il fait, c'est surhumain. Je lui ai demandé, mais toi tu es un Superman, comment tu fais? Il sacrifie peut-être même sa famille. Il faut faire très attention. Nous devons d'abord, avant de nous poser cette question, disons, il faut nous poser cette question et d'abord voir un peu qu'est-ce qui ne va pas et comment on peut arranger ça. Alors, une communauté va se définir par, disons, les gens qui subissent des problèmes, qui ont des problèmes communs. Ils doivent se reconnaître qu'ils ont des problèmes communs et sur cette base, ils vont pouvoir se réunir, disons, d'une manière organisée ou d'une manière aussi informelle. Alors, c'est un problème qui se pose collectivement à un groupe de gens. On a tendance peut-être à aller chercher des solutions individuellement, et là intervient la notion de régime. On pense faire un grand effort, mais pour quel résultat? La notion de régime, pour l'illustrer, je vais vous citer l'exemple d'une voiture. Une voiture a plusieurs régimes, premier, deuxième, troisième, quatrième, et on se mettrait en première vitesse, on appuierait la pédale d'accélérateur jusqu'au fond, on ferait que du 20 à l'heure. Alors qu'on irait jusqu'au quatrième, on ferait du 120 à l'heure. La notion de régime, ça intervient quand on a aussi un problème. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver la solution de nous-mêmes ou on essaie de se regrouper avec d'autres gens qui ont le même problème pour essayer d'arriver à une solution. La notion de régime souhaiterait peut-être qu'on fasse une partie de nous-mêmes, mais une partie aussi qu'on fasse avec les autres. Alors, après, à ce niveau-là, nous sommes dans la communauté de relations. La communauté de relations nous est imposée parce qu'on subit quelque chose. On se contente d'être une communauté, mais une communauté simplement de relations, parce qu'on est dans la même collectivité, on a les mêmes origines, donc on se dit, ben, on est une communauté, on s'arrête là. Mais il y a d'autres qui ont dit, écoutez, nous, on va passer à l'étape supérieure. On va devenir une communauté d'imagination. Alors, dans la communauté d'imagination, les gens vont se dire, écoutez, avant même de trouver une solution, il faut penser à... Il faut imaginer quelque chose qui aille le mieux pour nous. Peut-être, si je travaillais une fois et que je me faisais payer tous les jours, ça serait mieux. Parce que plus qu'on grandit avec l'âge, on perd de l'efficacité, on perd de l'énergie, on devient vieux et on se fatigue. Si je travaillais une fois et je me faisais payer en continu, ça serait une bonne chose. Alors, de petits projets, une fois, qui vous payent en continu, ça assure votre pérennité, ça assure votre retraite, ça assure beaucoup de choses. Ça, c'est au niveau de l'imaginaire. Alors, les gens vont passer de cette communauté-là, la communauté d'imagination, à la communauté d'intérêt. Ça, c'est le troisième niveau de communauté où les gens vont faire des priorités entre sacrifier une partie de son autonomie, de son autonomie, disons-le comme ça, pour le bénéfice de la communauté. On va vraiment s'engager réellement. Et là, on va essayer de se structurer, on va se poser des questions par rapport aux problèmes que nous avons. Qu'est-ce que nous savons peut-être que nous ne savons pas par rapport au problème qui est devant nous? Là, quand on pense connaître quelque chose, on se rend compte finalement que, après avoir débattu, on se rend compte que peut-être on pensait connaître, mais peut-être qu'on ne connaissait pas.
Alors, à ce niveau-là, c'est très important. Là, intervient les leaders. Il nous faut des leaders dans la communauté qui comprennent, qui vont relever le niveau de savoir, de connaissance pour regrouper tout le monde ensemble. Le groupe va raisonner en termes de connaissances. Ils vont dire, oh, moi je connais comment on fait ça, je connais comment on fait ça. Mais quand vous lui posez la question, qu'est-ce que vous connaissez que vous connaissez? Finalement, il s'arrête, je connais. Mais qu'est-ce que vous connaissez que vous ne connaissez pas sur un sujet qu'il pensait connaître bien? Là, il commence à se poser des questions. Et je vais m'arrêter là. Si on passe au troisième degré, qu'est-ce que vous ne connaissez pas, que vous connaissez, que vous connaissez? Là, il est perdu. Mais il faut la maîtrise de la cellule d'information pour que vous arriviez à ce point. Certaines communautés ont passé ce stade. Il nous faut 1000 personnes dans la communauté engagées qui se voient à chaque 2 semaines en groupe pendant 1 heure pour passer cette communauté africaine parmi les leaders de la communauté ici au Canada. 1000 personnes. Quand vous voyez comment la communauté indienne s'est organisée à Brampton, excusez-moi, je suis fier d'eux. Monsieur Arthur Kalonda, il ne faut pas vous perdre trop parce que nous faisons la course à la montre. On a encore 3 exposés. On était dans la communauté d'intérêt. Et c'était très important que nous ayons ces 1000 personnes qui vont bâtir notre communauté. Et la dernière étape, c'est la communauté des transactions. Par quels moyens pouvoir faire ce que nous avons pensé. Quand les gens arrivent à ce niveau, c'est comme ça que les Chinois vont arriver à créer des banques, à créer beaucoup d'autres choses pour lesquelles on vit ces communautés. Mais nous pouvons vraiment faire beaucoup de choses avec un peu d'effort. Alors, il est possible de faire participer les membres de la communauté comme Patrick le fait. Mais je l'ai toujours dit en tant que conseiller informel, Patrick, tu sais, tu fais beaucoup d'efforts, mais il est nécessaire que cette communauté se donne une solution de lui-même. Il faudra qu'ils soient impliqués, qu'ils aient l'impression de la vraie communauté africaine ou congolaise, qui viennent chaque 2 semaines ou chaque semaine réfléchir là-dessus. Et on pourra avancer. Ce n'est pas dans une conférence comme ça qu'on va pouvoir disons, jeter les bases d'une communauté nouvelle. Mais déjà, le premier pas doit être fait. Et qu'ils retiennent vraiment ce conseil. Chaque 2 semaines, qu'on trouve quelque part. Je vois qu'on a des pasteurs ici, pasteur Jean est là. Il peut nous donner son cadre. Chaque 2 semaines, qu'il y ait des gens de la communauté, de partout, qui viennent réfléchir sur la communauté, qu'ils donnent la solution à la communauté. Et pas de toi, tu es président, tu travailles trop. Oui, c'est vrai, tu te sacrifies, tu aimes la communauté, mais ils devraient avoir l'impression, eux, de se donner eux-mêmes la solution. Et ils doivent être volontaires pour le faire. Commençons par ça, c'était la première étape. Voilà. J'ai terminé. Nous allons passer au point C. Nous allons inviter Maman Maggie Kabamba. Maman Maggie Kabamba va nous parler de la réponse à certaines questions et éclaircissements sur le fonctionnement du code congolais. À vous la parole, Maman Maggie Kabamba. Maman Maggie, comme tous les orateurs, je vais vous demander d'être un peu plus rapide et un peu plus bref parce que nous faisons la course à la montre. Il y a encore d'autres exposés qui vont suivre. Et nous n'avons la salle que jusqu'à 18h. Bonjour à tous. Bonjour. Comme je suis petite de taille, et ça c'est assez grand, je vais me mettre là. Parce que si je me mets là, vous n'allez pas bien me voir. Oui. Okay. Donc, rapidement, je voudrais conclure
je n'ai pas voulu parler du secteur minier en général parce que c'est un sujet assez complexe. Donc aujourd'hui, je vais juste parler du secteur minier industriel. Et comme le président a ouvert la voie à des exposés pour la redécouverte de la RDC, peut-être qu'un jour, je pourrais avoir l'occasion de parler du secteur artisanal parce que vraiment, il est assez complexe. Donc là, aujourd'hui, je vais juste vous parler du secteur industriel. Je vais donner des informations générales sur le Congo, sur le pays, pour ceux qui n'ont plus eu l'occasion de visiter le Congo, juste des informations générales, des statistiques que j'ai pu avoir de la Banque mondiale, de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et de la Chambre des mines de la Fédération congolaise des entreprises. Donc je vais aussi vous parler des substances, je vais vous montrer, j'ai beaucoup de tableaux, je vais vous montrer les substances minérales exploitées et leur localisation. Can you find it? Non. Excusez-moi, parce que je voudrais que vous voyez. J'ai préparé des cartes. Ok. Enfin, je vais parler de l'agroécologie réglementaire, des procédures accordées, des procédures d'obtention de permis d'exploitation, si vous êtes intéressé, ou si vous connaissez des gens qui sont intéressés. Je vais vous montrer les exonérations que le gouvernement accorde aux entreprises minières. Je vais vous parler de la revisitation des contrats miniers. Je crois que vous aviez entendu parler de ça. Et puis, je vais vous montrer évidemment la production en chiffres et le volume d'investissement qu'il y a dans le pays. Mais, à la fin, je vais vous montrer les impacts environnementaux et socio-culturels des opérations minières et évidemment les grands défis. Quels sont les problèmes? Ah, ok. Can you sit down? Yeah, I'm about to. Sit down because you can't see it. Bien. Vous avez entendu parler du découpage territorial, n'est-ce pas? C'était devenu effectif en 2015 et ça vient de la Constitution de 2016. 2006, le gouvernement avait décidé de découper les frontières et d'en créer 26. Donc c'est ça, la carte, la nouvelle carte. La superficie du Congo, évidemment, 2 345 000 000. Les frontières, vous connaissez les pays qui longent le Congo. La capitale, c'est toujours Kinshasa, ça n'a pas encore changé. Les langues officielles, les langues nationales, c'est toujours les mêmes. L'unité monétaire et le franc congolais, aujourd'hui, $1 américain, c'est 1500 francs. En tout cas, ce matin, c'était ça l'échange. Et le nombre de provinces, il y en a 26. Donc, la population, d'après la Banque mondiale, ça, ce sont les statistiques de 2016, 77 millions d'habitants. L'espérance de vie, 53 ans. Je sais que les femmes ont toujours une espérance de vie plus élevée, en tout cas au Congo. Et les hommes, c'est peut-être 49 ans, mais je ne l'ai pas indiqué sur ma présentation. La population et seuil de pauvreté, c'est 87% de pauvreté. Le PIB par habitant, 524, c'était en 2015. Aujourd'hui, avec la détérioration de la situation économique, c'est 494. L'indice de développement humain, je crois que vous le savez, le Congo a toujours été presque au dernier. En 2016, c'était le 179e
76e pays sur 187. L'indice de privation de l'enfance, la RDC, évidemment 162 sur 170, donc tout ça sont les statistiques, et le taux de scolarisation, 70% au moins en 2014 d'enfants qui ont étudié, et évidemment, enfin qui sont scolarisés, et 21% de mariage précoce. Enfin, pour continuer, ça c'est le boulevard du 30 juin, le taux de croissance du PIB. En 2015, c'était 7,7%. En 2013-2014, ça avait atteint 9,3%, parce que là, c'était vraiment, en fait, c'était une grande réalisation pour le gouvernement depuis plusieurs années. Mais là, ça chute. En 2016, ça a chuté jusqu'à 2,5%. Le taux de croissance. Le taux de croissance en 2016. Par habitant, en 2015, ce sont les statistiques que j'ai eues, 5,4%. Le taux d'inflation, 5,7%. J'ai pas pu trouver des données sur le taux de chômage, mais d'après certaines sources, c'est peut-être 80%, surtout dans la jeunesse. Et l'inflation est de 22%. Donc ça, j'ai essayé de résumer rapidement les richesses, les ressources naturelles de la RDC. Juste en un clin d'œil, il y a plus de 1100 substances minérales qui ont été répertoriées en République démocratique du Congo depuis que les activités d'exploration et de recherche se sont intensifiées. Donc pour les ressources énergétiques, et là je vais revenir, parce que là de la présentation se sont terminées. En ressources énergétiques, évidemment, nous avons beaucoup de potentiel hydroélectrique. Là, comme je ne connais pas ça par cœur, je peux vous dire rapidement. On a une capacité de production d'énergie de 15% pour nourrir toute l'Afrique. Il y a un projet, comme vous le savez, je crois que vous connaissez le barrage Inga, il y a eu Inga 1, Inga 2. Maintenant, le gouvernement est en train de chercher des financements pour Inga 3. Les financements qui ont été obtenus jusque-là, c'est de l'Espagne et de la Chine. Et je crois que l'Espagne, ce sera plus la Banque mondiale qui va financer, mais Inga 3 est censé être opérationnel d'ici l'an 2024. Ça, c'est pour l'énergie hydroélectrique. L'énergie pétrolière, nous avons 180 millions de barils en réserve. Vous savez que enfin ça c'est une information que je peux vous livrer. Le pétrole que nous avons, par exemple, dans le Bas-Congo, et une partie de ce pétrole est exploitée par l'Angola. Et là, les négociations se sont toujours tenues avec le gouvernement pour que l'Angola lâche, mais là, jusque-là, ça n'a toujours pas été fait. Donc, notre pétrole est dans les mains de l'Angola. Nous avons aussi des réserves gazeuses, comme vous le savez, 55 milliards de mètres cubes dans le lac Kivu. Il y a le Rwanda qui est en train d'exploiter. Je ne sais pas qui a été à Goma dernièrement, mais si vous allez à Goma, par exemple, vous êtes à l'hôtel Lucy, Serdol sur Gisenyi. Tout Gisenyi est électrifié parce qu'ils sont en train d'exploiter leur gaz méthane. Et ça, c'est une chose que le gouvernement doit négocier. Évidemment, il y a aussi la dégradation des mœurs. Donc, pas d'application de la politique de restauration des mines qu'on a construites. Les grands défis, c'est mon dernier point, monsieur. Excusez-moi, c'est mon dernier point. Il vous reste 3 minutes. Non, donnez-moi 5, parce que ça, c'est très important. Non. L'énergie. C'est important. Les sociétés, les entreprises. Oui, s'il vous plaît. Oui. C'est important parce que nous aurons droit à quelques minutes pour des questions. Vous pourrez encore récupérer, mais donner aussi la chance aux autres de parler. Ok. L'énergie. Il vous reste 3 minutes. D'accord. Les sociétés minières sont énergivores. Donc, elles ont besoin de beaucoup d'énergie, que ce soit électrique, que ce soit l'eau, beaucoup d'énergie. Et là, le fait qu'il y a déficit et coupure, évidemment, ça handicape la diversification et ça retarde les opérations. Les infrastructures sont pauvres. Les sociétés minières, par exemple, Tenke, je vais encore parler d'un Tenke que je connais bien. Tenke a dû construire des routes entre Tenke et Likasi, par exemple. Ils ont construit 180 km de route pour pouvoir faciliter le transport. Avant que Moïse Katumbi, qui était à l'époque gouverneur, puisse travailler avec sa FICAS et réhabiliter toutes les routes de Kolwezi à Lubumbashi.
L'environnement, évidemment, c'est un grand problème, comme j'ai dit. Le capital humain, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de gens qui sont bien formés pour travailler dans les sociétés minières. Donc, il faut tout le temps engager des expats, des expatriés. Et ça coûte trop cher pour les sociétés. Mais le personnel local est très, très limité. Et il faut évidemment que le gouvernement s'investisse dans le développement du capital humain. Évidemment, il y a aussi le développement des PME, la gouvernance qui est très mauvaise. Vous connaissez tous, le problème du Congo, c'est la corruption, manque de transparence, mauvaise gestion de ressources. Ça, c'est un très, très grand problème. Et puis, évidemment, il y a l'insécurité politique et l'insécurité juridique pour les sociétés minières. Je vous remercie. C'était vraiment fantastique. Maintenant, nous allons passer à notre dernier exposé. Ah, ça c'est moi à l'usine de Morenci en Arizona. C'est une usine. C'est pour ça que j'ai mis la photo pour montrer comment ils sont là. Ok. Voilà. Nous allons passer la parole à M. Michael Labbé. Comment devenir propriétaire au Congo? En attendant, avant qu'il prenne la parole, je tiens à vous signaler que Monsieur le Président de l'APO, Patrick Kaketa, il va s'occuper de la façon dont tous les documents vont parvenir à tous les compatriotes congolais qui ne sont pas ici. Ne vous inquiétez pas, c'est un problème de temps. Donc, on ne peut qu'agir de la sorte parce que nous faisons la course à la montre. Donc, nous invitons M. Michael Labbé à faire l'exposé. Bon, et pour cette groupe ici, je suis Michel Labbé. Michel Labbé, j'ai été baptisé, Michel Labbé, mais à Toronto, je suis Mike. Hein? J'ai été à l'école française jusqu'en 8e année. Puis ça fait depuis 1965, je n'ai pas eu beaucoup de chance à pratiquer mon français. Il me manque des mots des fois, je vais essayer d'aller assez vite, mais je vais passer une forme pour vous être capable de nous donner votre courriel, votre numéro de téléphone, puis on va vous parler après ça, si vous êtes intéressé. On en a deux, ça va aller un petit peu plus vite. Bon. D'habitude, quand vous avez une présentation de quelqu'un qui va bâtir des maisons, qui vend des maisons à n'importe quel pays en Afrique, ils font ça pour faire de l'argent. Nous autres, on a travaillé à Toronto depuis 20 ans, on n'a pas besoin de faire de l'argent en Afrique. Ce qu'on veut faire en Afrique, c'est la différence. Comment on peut faire la différence en Afrique? Comment on peut grandir l'économie de l'Afrique? Il y a seulement une manière de le faire. Il faut créer de l'emploi. Si on n'est pas capable de créer de l'emploi, rien ne va changer. Au Congo, ils bâtissent à peu près 3000 unités par année d'habitation. Ça se vend à la moyenne de 150 000 $ américains. Les habitations qui sont bâties pour vendre. Au Canada, ils bâtissent 200 000 unités d'habitation chaque année. Ce sont seulement 35 000 personnes ici. Nous autres, vous êtes 77 ou bien 80, dépendant à qui vous parlez. Vous seriez capable, si les maisons se vendent assez bas, de bâtir 200 000 unités par année. 200 000 unités par année, c'est 1 million d'emplois. C'est avec l'habitation qu'on peut changer l'économie du Congo. Une fois que tu commences à changer l'économie du Congo, tous les autres morceaux de l'économie peuvent réagir mieux qu'ils sont capables de faire maintenant. Ils n'auront pas besoin tellement d'investissement dans l'art, il va y avoir de l'investissement dans le Congo. On va parler, nous autres on commence tout petit, mais les grandes choses toujours commencent tout petit. Fait que je vais vous donner, je vais aller assez vite. On passe l'information à tout le monde si vous en avez besoin. Peut-être vous connaissez une maison que Options for Homes a fait à Toronto, si vous connaissez Toronto. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont avec des associations. On est capable d'aller faire des présentations avec vos associations. Vous n'avez pas besoin de ramener ça avec vous autres. On peut aller là vous parler à votre association. Le premier au bas,
à gauche, c'est le Distillery District. Est-ce que vous connaissez ça à Toronto? Oui, au bas de rue Parlement. On a fait les 3 premières bâtisses de 20 ans. On a commencé là, on a fait 2000 unités ici à Toronto. On a bâti 500 000 en construction comme c'est là. Fait qu'on est très occupé ici, mais c'est mon responsabilité d'amener le travail en Afrique. Fait qu'on a beaucoup de pays qu'on travaille avec, mais il y a 5 en Afrique qu'on a des maisons pour bâtir, qu'on a commencé à bâtir. Il y a quelque chose que chaque pays que j'ai été en Afrique, puis j'ai été à 8 pays comme c'est là, c'est toujours la même histoire. Comment on va faire pour envoyer de l'argent et recevoir un maison? Parce que tu peux envoyer de l'argent, mais tu ne recevras pas toujours une maison. L'histoire nous a été dit beaucoup de fois. Pour nous autres, ce qu'on fait, on prend l'argent ici au Canada, on garde ça dans notre banque ici au Canada, puis on attend qu'ils ont fini de bâtir, à fur et à mesure qu'ils bâtissent la maison, on envoie de l'argent. Comme ça, on contrôle la construction de la maison pour être sûr que quand vous achetez une maison, vous allez recevoir une maison. C'est ça qu'on a commencé à travailler dessus parce qu'on veut être sûr que vous êtes capable de recevoir une maison. Vous pouvez avoir confiance en nous autres. Vous êtes capable de changer les dessins s'il y a besoin, un petit peu, mais on commence toujours avec des dessins pour commencer parce qu'on peut réduire les prix. Puis la qualité, c'est important, nous autres. On bâtit toujours avec des chefs maçons. On ne bâtit pas avec les contracteurs à part. C'est plus facile de contrôler la qualité. Fait que c'est ici qu'on bâtit comme c'est là. On a des maisons au Congo. Vous avez des maisons à gauche, en haut, ça c'est au Kenya, juste en dehors de Nairobi. À droite, c'est à Rwanda. C'est les cuisines à Kenya qui sont en bas à gauche. Puis à droite, en bas, c'est une maison à Cameroun. Donc on est au Cameroun, Kenya, Uganda, puis Rwanda, puis le Congo. OK? On est là pour faire une différence. C'est la seule chose. Quand on arrive en pays, on travaille seulement avec les gens qui sont nés au pays où on travaille. Ce n'est pas nous autres qui construisons. On ne connaît pas les pays où on travaille. On travaille seulement avec ceux qui sont nés, éduqués au pays qu'on est. On a un groupe rwandais, on a un groupe congolais, on a un groupe camerounais. On travaille avec eux autres. Puis eux autres, ils connaissent leur pays, comment savoir comment le construire. Et quand j'arrive là, je regarde toujours pour des personnes qui veulent faire une différence dans le pays, pas faire de l'argent. Puis, c'est pas, si tu arrives pour faire une différence, tu vas trouver des gens qui veulent faire une différence. Si tu arrives pour faire de l'argent, tu vas trouver des gens qui veulent faire de l'argent. Fait que ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire quand vous arrivez. On est très différents, mais on essaye de faire quelque chose de très différent. Ça, c'est les maisons. On peut juste commencer. Vous allez voir sur le matériau qu'on vous a passé. On vient juste de commencer au Congo. Fait que, les premières maisons vont commencer à être construites dans 2 mois. Fait que les premiers 5, les prix sont réduits. Fait que les prix que vous avez là sont les prix réduits pour les premiers 5 qui vont acheter. Parce que c'est toujours difficile de trouver ceux qui veulent partir en premier. Fait qu'on met 5 ensemble, c'est plus facile. Nous autres, on a commencé, on a 4 arcs juste en dehors de Kimpoko. Est-ce que vous connaissez où c'est Kimpoko? C'est juste en dehors de Kinshasa. C'est au... Oui? C'est du côté d'un Oui, c'est du côté de l'aéroport. Ils appellent ça le plateau de la bateaux. Exactement. Je viens juste d'avoir des images aujourd'hui. La construction, on s'en environ qu'on travaille dedans. C'est un endroit en dehors de Kinshasa qui grandit très vite. Fait que c'est ça, la première étape. On bâtit ça en 4 étapes. Puis, c'est juste... Attends. Est-ce que vous voyez le terrain à droite en jaune?
Je suis juste à côté de la collège qu'on va bâtir pour éduquer les polices. Fait que c'est un bon endroit, ça va être assez sécure. C'est une bonne, il faut savoir, hein? En travers l'Afrique, c'est d'avoir des histoires qui sont bonnes, aussi bonnes. Fait on a plusieurs choix de maison. Parce que le plus de choix qu'il y a, le plus on peut ajuster à l'argent que vous avez. Ça commence à tout petit, de 50 mètres carrés jusqu'à 140 mètres carrés à 2 étages. Ça dépend de ce que vous allez acheter. Il y a des maisons qui sont semi-détaches, puis il y a des maisons qui sont à 2 étages, qui ont un terrain à eux autres. Le terrain est plus grand, le plus grand la maison. Celui-là est plus grand que la maison que vous avez sur l'exemple. L'exemple, c'est le semi-detached le plus petit, ça c'est la moyenne, à 43 000 dollars américains. Les premiers 5, c'est 10 de moins cher que ça. Celui-là, c'est une maison d'un étage, un bungalow en anglais, à 3 chambres. Ça va être 2 chambres à coucher, 3 chambres à coucher, 4 chambres à coucher, 5 chambres à coucher. Ça dépend de ce que je vous dis. Ça, c'est le plus grand, à 5 chambres à coucher. Comme ça, on donne une place pour l'automobile. Une fois que tu te rends plus gros que 100 000 $, on donne un endroit pour l'automobile. Ça, c'est les prix du moyen jusqu'au plus cher. J'ai des papiers ici si vous avez besoin de ça, comme vous amenez avec vous autres. Puis, il y a quelque chose qui nous a demandé quand on a commencé, puis c'était pour ceux qui étaient capables, intéressés à acheter seulement le terrain pour commencer. Fait que vous êtes capable d'acheter le terrain, puis il commence à 5 800, puis on va de 6 000 à 7 500, à 8 500, jusqu'à 600 mètres carrés. Ça commence à 375, ça va à 400. Puis vous pouvez acheter le terrain, puis après vous pouvez commencer à bâtir la maison quand vous êtes prêt. Fait que vous pouvez acheter le terrain, puis vous commencez tout de suite à acheter une maison. Comme c'est là, on a vendu 20 terrains. Fait que le terrain va un petit peu plus vite que les maisons. La prochaine chose à faire, vous nous donnez votre information, puis on va vous téléphoner. On peut parler après ça s'il y avait des questions, mais on va vous téléphoner, vous donner une chance de nous parler ou bien se rencontrer avec votre association. On va faire une réunion. On a un bureau dans le centre-ville à Toronto. Si vous êtes capable de venir, on peut se rencontrer là, mais s'il y avait un groupe, on peut aller à vous autres pour vous parler. Il faut choisir la maison que vous voulez ou bien le terrain que vous voulez acheter. Là, les hypothèques en Congo, ça ne vaut pas la peine de parler de ça du tout. Même si vous êtes capable d'avoir une hypothèque, ça va vous coûter de 14 à 18 %. Nous autres, ici au Canada, on parle de trouver une hypothèque ici, ou bien d'emprunter ici, si tu as besoin d'emprunter. Mais ceux qui achètent de nous autres, ils ne payent jamais plus vite qu'en 12 mois. D'habitude, c'est 18 mois. Fait que vous payez à fur et à mesure que la maison bâtit. Si vous avez l'argent, on peut bâtir dans 6 mois. Fait que ça dépend comment vite vous voulez avoir une maison. Fait qu'il faut décider comment vite vous êtes capable de payer. Une fois que vous avez ça, on va signer un contrat. Mais la manière qu'on signe le contrat, c'est très spécifique pour le Congo et le Cameroun. Parce que la manière que les taxes sont chargées, on sépare le terrain même si vous achetez une maison. Vous achetez le terrain puis la maison séparée. Parce que comme ça, il y a la taxe pour le transfert du terrain, puis le VAT, qu'est-ce que c'est? Est sur la maison. Maintenant, le contrat qu'on signe sur la maison, c'est le contrat de management de construction. Comme ça, on ne paye pas le TVA sur les employés. On va le payer sur les matériaux, puis on va le payer sur les frais de contrôler la construction. Fait que le TVA est le plus petit possible. Parce qu'on vend des maisons qui sont considérées abordables,
on va être peut-être être capable d'avoir une exonération du TVA, mais l'expérience à Cameroun, ils ont promis ça il y a 3 ans et on ne l'a pas encore. Fait qu'on ne veut pas y penser au Congo, on veut donner la chance de payer le plus petit taxe possible. Bon, c'est tout. Fait que ça va vous donner un commencement, mais acheter quelque chose au Congo, ça prend du temps pour parler. Mais ce que vous pouvez savoir, quand vous avez une maison, vous avez créé 500 emplois. Fait que chaque fois que vous êtes capable de prendre quelque chose pour vous autres, vous aidez le pays. La dernière chose que je veux dire, c'est la manière dont on se sert des maisons pour changer l'économie du Congo. Vous achetez les maisons à des prix qui sont très abordables. Quand même, ils produisent en surplus quand tu vends et tu bâtis une maison. Fait que nous autres, on charge 1%. C'est le seul montant d'argent qui laisse des parts du Congo. Notre groupe local charge 4% pour le travail qu'ils font. Tout le reste de l'argent qui reste en surplus va dans un fonds pour le développement du Congo. Ce qui manque dans le Congo le plus, c'est le capital, commencer l'ouvrage, commencer les compagnies, commencer à bâtir des maisons. Fait que nous autres, on veut laisser les profits au Congo pour faire une différence économique. Fait que c'est ça qui nous fait différent, mais nous autres, on veut faire quelque chose de différent au Congo quand même. Fait que c'est la manière qu'on n'est pas un NGO, on est une compagnie qui ne fait pas de profit, mais on se fait, hein? On reçoit de l'argent pour ce pays, mais ce qui reste, on laisse ça au Congo pour faire une différence économique. Fait que c'est plus vite que je peux aller. S'il y a des questions, je vais répondre. Ok, nous disons grand merci à M. Michel Labbé. Michel, ici c'est Michael. Oui, Michel, donc, oui. Je vous informe, avant que vous puissiez commencer à poser des questions à M. Michel, qu'il y a encore beaucoup de nourriture là-bas. Il y a beaucoup de boissons pour ceux qui veulent un peu grignoter quelque chose. Allez vous servir, c'est self-service. Donc, Monsieur Michel est avec nous pour 15 minutes pour les questions et on donnera aussi la chance aux autres orateurs qui l'ont précédé d'avoir chacun 15 minutes. Merci. Oui. Bonjour Mike. On s'est vu avec Mike, il a fait son exposé, mais c'était intéressant pour tout le monde qui n'était pas pendant que nous parlions du jeu, qu'il sache qu'il y a une option à laquelle vous n'avez pas fait allusion, c'est qu'il y a une possibilité de pouvoir être propriétaire à plusieurs. Les gens ont peut-être peur ou je ne sais pas, ont une certaine réticence d'aller de l'avant. Ils peuvent se mettre à plusieurs, à 2, à 3, à 4, pour acquérir une maison. Alors il y a des formules qu'on appelle les clubs d'investissement. Vous voyez ça avec votre avocat. Ce sont des arrangements juridiques pour que vous soyez à 4 propriétaires d'une maison. Supposons celui-là à 100 000 $. À 4, ça vous coûterait 25 000 $. C'est pour essayer. Quand ça marche, alors vous achetez pour vous-même par la suite. C'est une option qu'il a peut-être oublié de faire mention et que c'était intéressant pour tout le monde de voir ça. Merci. OK. Oui, vous êtes capable de faire ça à 4, puis bâtir 4 maisons, un après l'autre, puis louer les maisons jusqu'à temps que vous avez les 4, puis ça va aller un petit peu plus vite. On est capable de parler de n'importe quoi qui va vous montrer, qui va marcher pour vous autres, parce que chaque maison crée 5 emplois. Est-ce que pouvons-nous demander à M. Michel de distribuer ces cartes de visite? Si vous voulez une carte, on va le passer. S'il n'y en a pas assez, j'en ai d'autres. La question que je voudrais poser, je ne sais pas si vous serez en mesure de répondre. Quels sont les matériaux de construction que vous utilisez en place ici? Pardon? Quels sont les matériaux de construction que vous utilisez? Nous autres, on se sert toujours de matériaux locaux. Au Congo, c'est
post and beams, fait que les postes sont en ciment et en acier. Ce qui fait les murs, c'est d'habitude les briques. En Rwanda, c'est du ciment. Au Kenya, c'est des roches. Fait que ça dépend de où, mais c'est toujours avec les billes puis les postes qui sont en acier puis le ciment. Puis les fondations, c'est les fondations qu'on utilise. Si on reste avec les techniques locaux, c'est plus facile de créer de l'emploi. Si on se sert de quelque chose du Canada, on crée de l'emploi ici, on ne donne pas de l'emploi au Congo. On travaille toujours avec les artisans locaux. Et pour l'assurance, pour assurer ces maisons, est-ce qu'il y a des exigences comme ici, par exemple, le système de détection de feu, tout ça? Tous les pays ont de l'assurance, mais c'est différent dans chaque pays. L'assurance à Cameroun, c'est exactement le même qu'on a ici. Kenya, c'est à peu près le même que Rwanda. Le Uganda, le Congo, je ne le connais pas autant, mais il y a de l'assurance. Non, la question, je demande si je peux parler. Oui, vous avez le droit à la parole, monsieur. Merci. Je voudrais poser trois petites questions. Mais je pense que la dernière, on l'a déjà répondu. Je voulais juste revenir sur le matériau, puisque les conditions au Congo, on n'a pas surtout les services d'incendie qui peuvent venir. Vous avez déjà répondu à cette question. La première question, elle est petite. Je voudrais la poser au président de la Cour. D'abord, je remercie le président du Fonds de cœur parce que je l'ai vu partout. Dans la communauté, il est présent. Je l'ai vu au nord, au sud, à Hamilton, partout. Je le remercie pour ça. Ma question est de savoir, est-ce que c'est le modèle ou la marque de gestion que la Cour a choisi, que le président doit être partout le même? Et pourtant, c'est tout un conseil de membres et les conseils que j'ai là. Si vous s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. On avait accordé un certain nombre de minutes à monsieur Michel. Je pensais que la question était adressée à monsieur Michel, parce que le président de la Cour va répondre après, quand ça sera son tour de répondre. Moi, je croyais que vous... Non. Actuellement, là, nous posons des questions à M. Michel Labbé. Ok, merci, je m'excuse, je vais revenir. Il n'y a pas de problème, vous êtes excusé. Ce que je peux dire, on n'est pas le seul choix, mais on est une des choix. Oui, puisque vous avez parlé, puisque c'est une nouvelle cité, et que vous avez parlé de la police, que vous avez aussi pensé à construire des écoles, des centres de santé, je ne sais pas. Oui, c'est encore un peu plus petit. Une fois qu'on est capable d'acheter d'autres terrains, on a besoin d'à peu près 20 acres. Une fois que tu as 20 acres, tu es capable de mettre des écoles et aussi mettre des magasins. Tu vas avoir un centre commercial. Mais nous autres, on est très sûrs qu'au Congo et en Afrique, on veut des centres commerciaux qui sont africains. Ce n'est pas des centres commerciaux pour les autos, c'est des centres commerciaux pour les personnes. Et c'est ça qui est l'Afrique. Pour nous autres, ça va être un marché africain qu'on va faire pour nos centres d'achat. Oui. Oui, Michael. Mon nom est Gilbert. Je voudrais d'abord commencer par vous dire merci parce qu'il faut que les expatriés s'intéressent à mon pays, le Congo, à cause de son instabilité. J'espère que vous avez tenu compte de tout ça pour aller investir votre capital là-bas. Ma question, c'est de savoir, pour nous qui habitons ici, est-ce que vous n'avez pas exploré la possibilité que nous puissions peut-être, à travers une maison financière que vous auriez choisi pour faire affaire avec, qu'on puisse s'endetter ici pour une maison peut-être construite là-bas, et puis nous on paye ici petit à petit? Oui. Tout le monde paye ici. Pour les maisons là-bas. On les vend en dollars américains parce que c'est comme ça c'est vendu au Congo. Mais vous allez payer ici, on va envoyer le prix du terrain, on va garder le reste du dépôt jusqu'à temps qu'ils finissent les fondations. Là, on va être là. Fait que l'argent ne va pas là avec la maison est construite, la prochaine étape de la maison. Non, on aimerait pas faire comme ici là. Quand on paye notre commune, on va chercher le mot de Jonassa. C'est ce que nous, on aimerait par exemple qu'on puisse payer un petit montant et que vous trouviez pour nous un financement et que
nous, on a notre maison et on commence à payer ça. Non, le financement, on n'est pas capable de trouver le financement pour quelqu'un pour une bâtisse au Congo parce que la sécurité n'est pas là. Fait qu'il y a 3 manières de trouver le financement. Si vous avez une maison pour plus longtemps que 5 ans ici en Ontario, et là, vous avez le crédit dans la maison. Vous êtes juste capable de grandir votre hypothèque sur votre maison propre, vous avez de l'argent pour bâtir là-bas, puis c'est seulement 3,5% que ça vous coûte, hein? C'est pas cher pour emprunter. Si vous n'avez pas de maison ici, c'est un emprunt personnel. Hein? Quand même, c'est 4,5%, c'est beaucoup moins cher d'emprunter ici que d'emprunter là-bas. La manière qu'on fait ça, tu mets le dépôt, tu commences à payer par mois pour 12 mois. Puis une fois que vous avez fini de payer pendant 12 mois, vous faites vos emprunts à ce temps-là parce que vous avez prouvé que vous êtes capable de payer le montant par mois. C'est assez facile d'avoir l'emprunt après que vous avez montré que vous êtes capable de faire les paiements. L'emprunt arrive à la fin de la construction pour commencer. Mais on peut parler de ça directement avec les autres parce que tout le monde est différent. Oui, à côté des autres. Quel est le délai maximum si quelqu'un paye cash ici pour qu'il ait sa maison? Mais si vous payez cash, il n'y a pas d'intérêt. Non, le temps d'acquisition de ça. Le plus longtemps. Le plus longtemps de payer cash? Oui. Il veut dire la durée. Quand quelqu'un a payé cash, la durée de la construction, ça prendra d'habitude, c'est 2 ans. 2 ans. Une maison, exemple, de 5 000 $. Si quelqu'un dispose de 5 000 $, dans 2 ans, il aurait cette maison. Ça serait prêt à habiter. S'il met un dépôt, puis 5 000 $ par mois, il aurait une maison, il serait de 120 000. Hein? Mais si vous avez l'argent cash, non, c'est pas la question. Si vous avez le cash, La question est celle-ci. La question est si vous avez le cash, si vous payez 100 000 $, Il verse la totalité. quand est-ce qu'il aura sa maison? Dans combien de temps? Alors, 6 mois. Puis on ne prendrait pas 100 000 $. On prendrait 20 %, puis on prendrait le prochain 20 % une fois qu'on a fini les fondations. Parce qu'on n'a pas besoin de 100 000 $. On peut en faire à mesure qu'on va la maison. Mais 6 mois. Ça serait dans 6 mois qu'on pourrait vous donner la maison. Est-ce qu'il y a déjà une infrastructure bien établie? C'est-à-dire que dans 6 mois, il y aura de l'électricité et de l'eau. L'électricité est déjà là. L'eau, c'est l'eau et il faut faire un puits. Et l'eau est déjà là. Il y a beaucoup d'eau dans cette région-là. Puis c'est tout à besoin. L'électricité et de l'eau. Parce que pour traiter l'eau qui vient de la maison, ils traitent ça soit sur le terrain avec un septic tank, ou bien ils font un septic juste à côté, dans le terrain qui ont mis à côté pour ça. Le traitement de l'eau, c'est toujours sur le terrain humain. En Afrique. Et l'électricité produit comment? C'est de la Les amis, l'électricité est déjà là. Deux dernières questions et on passe à d'autres orateurs. Deux dernières questions. Ok, c'est dans le milieu. Quand tu achètes la maison, est-ce que avec le prix des terrains aussi? Oui. Bien, la première chose que tu achètes, c'est le terrain. La deuxième chose que tu achètes, c'est la maison. C'est fait, les deux contrats sont mis dans le même temps. Ils sont séparés pour les taxes. La dernière question. S'il y a Est-ce qu'il y a un nombre de maisons déterminé à acheter ou par personne une maison? Non. Non. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'ici à Toronto, on vend seulement une maison par personne. En
Afrique, parce qu'on est là pour créer l'ouvrage. Il ne faut pas bâtir des maisons, on bâtit des maisons pour créer l'ouvrage. Si tu veux acheter 10 maisons, on va lui donner un plateau. Tu peux prendre aucun maison que tu veux prendre. Ok, la toute dernière question. Pas de restriction. La toute dernière question. Juste une chose, si vous connaissez quelqu'un dans les 4 pays qu'on travaille avec, on a l'information ici en avant, vous pouvez prendre ça et vous l'envoyer si vous connaissez quelqu'un dans les autres pays. Allez-y. Vous dites de construire au Congo, au Congo partout. On commence à Kinshasa. Madeleine veut aller à l'est pour la prochaine construction parce qu'il y a beaucoup d'activités. Pourquoi Kinshasa? Moi, je ne suis pas de Kinshasa. Bien, sur votre information, dites-nous quelle ville, parce qu'on va éventuellement dans toutes les villes du Congo. Parce que si on veut avoir... Nous autres, on veut se rendre à 20 000 unités. Il faut bâtir ça un peu partout si tu fais tellement de maisons. Ok, on applaudit M. Michel. Qui a signé un contrat avec le gouvernement conformément aux dispositions du Code minier de 2002. Kibali Gold a une garantie de 10 ans. Ça veut dire que les droits que Kibali Gold a acquis avec son contrat sont inaliénables. Ils ne peuvent pas changer. Mais si le gouvernement maintenant dit aujourd'hui, nous avons révisé le contrat, et la garantie de stabilité qui est de 10 ans change, parce que ça, c'est ce que le gouvernement propose, le gouvernement propose que ça change en 5 ans. Ce n'est plus attractif. Et là, Kibali a déjà investi au moins 2 milliards. Parce que Kibali non seulement a construit une mine à ciel ouvert, Kibali a construit une mine souterraine, Kibali a aussi construit des barrages électriques. Un barrage du côté de la province orientale, qui sont à Ituri, pour l'énergie. Donc si tu as déjà investi autant d'argent, et tu sais que moi je suis là pendant 10 ans, tout ce que j'ai acquis comme droit dans mon contrat ne va pas changer, et soudainement le gouvernement se lève et te dit non, ça va changer après 5 ans. C'est pas. Donc pour le moment, je sais qu'ils ont fait des amendements, et je n'ai pas pu avoir les amendements, parce que moi je suis traductrice, comme je vous l'ai dit, je suis traductrice de formation, et mes clients, chaque fois qu'on faisait les révisions, m'envoyaient tous les commentaires, les révisions pour traduire. Donc c'est comme ça que j'ai pu vraiment m'imprimer du dossier. Mais les 2 dernières années, j'ai fait plus de la consultance minière que de la traduction. Donc je n'ai pas pu vraiment mettre la main sur les dernières modifications qu'ils ont émises, mais apparemment ce n'est toujours pas attractif. Donc pour le moment, je crois qu'il faut d'abord attendre. D'abord la situation politique que vous connaissez. Et puis évidemment, est-ce que les révisions vont passer? Mais pour le moment, les textes sont faits au Parlement. Le ministre des Mines a soumis ça au Parlement au mois de juillet. Évidemment, il y a eu beaucoup de protestations. Mais est-ce que ça va marcher? Mais sinon, pour le moment, le gouvernement n'est pas en train d'inciter les élèves. Vous avez parfaitement raison, madame. C'est pour ça que je finis un peu ma question. Oui, c'est le président. Mais c'est juste une petite invitation. C'est pour ça que je profiterai de cette occasion, de toute l'information que vous venez de partager avec nous, de demander à toutes les personnes qui sont ici, qui sont conscientes de ce qui se passe dans ce pays-là, de se mettre ensemble parce que nous devons faire tout ce qu'on a fait pour faire partie de ces gens-là à la fin de cette année. Donc c'est très important. Ok, Président. S'il vous plaît. Il nous reste 20 minutes. Nous remercions Mme Magui Kabamba. Elle va nous donner ses coordonnées après que le président Patrick Kaketa puisse donner le mot de la fin et puisse répondre aux préoccupations de notre confrère qui est de l'autre côté là-bas. Donc, Mme Kabamba va nous donner ses coordonnées et nous allons demander à M. Patrick, s'il vous plaît, d'organiser une conférence pour Mme Magui Kabamba. Je peux dire un mot qui va prendre 1 minute, s'il vous plaît. Oui, pour remercier la façon dont nous avons. Évidemment, je remercie le président de m'avoir donné cette opportunité.
l'opportunité de partager. Moi, j'aimerais beaucoup partager ce qui se passe au Congo. Parce que je suis vraiment impliquée. On organise, on prend bonne note. On organise une conférence. Deuxième chose, je suis aussi écrivain. Il y a mon roman qui se vend sur Amazon, Magui Kabamba. Le roman s'appelle La Réponse. C'est sur le Congo. C'est un roman sur le Congo. S'il vous plaît, achetez-le. Très intéressant. Merci beaucoup. Donc, avec votre permission, je souhaiterais que peut-être moi pose sa question. Parce qu'il avait une question pour M. McLaren. Comme ça, qu'il n'a pas posé. Oui. J'ai l'impression qu'il avait une question pour Maman Magui. Oui. Mais il n'a pas posé. Si vous permettez. C'est un problème de temps parce que nous avons un fervent questionnaire de l'autre côté, à votre droite. Non, je vous comprends. Alors, il ne faut pas qu'il puisse taxer la présidence de cette séance d'injuste. Non, merci beaucoup. Je vous informe que je peux toujours m'arranger avec le service de la ville. Donc, vous voulez qu'on accorde 5 minutes à Maman Magui Kabamba? Pas 5 minutes, la question de tellement, parce que vous savez, il avait une question. Ça dépend, ça peut être quelque chose de kilométrique. Il n'a pas pu la poser. Si vous permettez, on peut avoir une demi-heure de plus, n'est-ce pas là? Si vous pouvez poser sa question. Monsieur le Président, la question concerne les carrés miniers. On en parle tellement beaucoup. Oui. Et moi, ça me préoccupe personnellement. Je peux vous dire les prix. Ce que je voudrais savoir de vous, doit-on désespérer des informations que nous recevons ou doit-on croire encore qu'il y a des histoires? Parce que d'après ce qu'on nous bombarde pour l'information, tout est vendu. Oui, c'est ce qu'on dit. Donc, tout est vendu. Donc, le carré minier, on a tout vendu, tout vendu. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir qu'on peut récupérer ce pays? Bien sûr. Moi, je dis tout simplement que pour aller investir pour le moment dans le domaine minier, il faut attendre. Tout est vendu? Non. Parce qu'il y a des accords, les textes sont là. Les gens viennent, d'abord, dans la législation congolaise, la terre, la terre appartient à l'État. Ça, c'est dans la législation. La terre appartient à l'État. Donc, l'État vend certaines concessions qui ont des gisements. Hein? C'est pas vendu. Et puis, toutes les sociétés étrangères qui vont doivent passer des accords avec les entreprises du monde. Donc, les entreprises parastatales. Comme la GECAMI, c'est pour ça que j'ai dit la GECAMI a pour moi 33 partenaires. Pour tel que, par exemple, l'actionnariat, c'est comment? Les 56%. Maintenant, c'est la Chine qui a acheté. Hein. Ce n'est plus les Américains qui sont là. La Chine a acheté 56%. 24% c'était de Lundin, c'était une société canadienne qui est basée ici à Toronto. Ils ont aussi vendu à une société chinoise et le gouvernement à 20%. La Sodimico, je ne sais pas si vous connaissez la Sodimico, l'ancienne Sodimico, c'est aussi une entreprise du portefeuille qui signe des accords avec le gouvernement, avec les partenaires pour les opérations minières. Donc, non, ce n'est pas vrai. Le carré minier n'est pas vendu. Mais pour le moment, la situation, il n'y a pas vraiment de sécurité juridique surtout pour les opérations minières. Madame, vous avez sur la question et sur votre réponse. Quand vous dites que ce n'est pas valide, telle personne a acheté, cet achat-là est à durée indéterminée ou c'est un contrat? Non, ce sont des contrats. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous achetez un carré minier, vous allez trouver un périmètre que vous achetez. Il faut renouveler le permis. Vous l'achetez pourquoi? C'est pour faire la recherche? C'est pour faire l'exploration? Non, prenons les cas de l'exploitation. Non, je suis en train de vous répondre. Quand vous achetez le carré, quand le cadastre minier vous livre le permis, dans votre explication, vous devez dire ce que vous allez faire avec le carré. Est-ce que c'est pour la recherche? Si c'est pour la recherche, le permis est renouvelable tous les 2 ans, je crois. Et puis l'exploitation, je crois que c'est tous les 5 ans. Si vous n'exploitez pas ce carré, vous allez renouveler, le gouvernement prend une partie. Jusqu'à ce que, si vous ne faites rien, le gouvernement va récupérer tout le carré. Et c'est bien marqué dans le contrat. Donc c'est ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas vendu. Merci, madame. Non, s'il vous plaît, madame, j'ai une petite question. Oui, je voudrais demander ceci. Vous êtes peut-être madame du terrain. Vous me conseillez, moi, que je vais à la banque ici au Canada, je présente mon crédit client
on me donne l'argent, je vais aujourd'hui au Congo, je dis non, je vais investir dans les Kasaï, dans tel village. Aujourd'hui, j'arrive au ministère, comme vous l'avez dit, il y a toute une ribambelle des postes administratifs, il faut par lesquels il faut passer. J'aurai les documents. C'est ça. Le même jour ou des jours, dans une semaine, d'abord, pour avoir une prédiction au Canada, n'est-ce pas, il faut vous expliquer ce que vous allez faire avec l'argent. Et si la situation n'est pas plausible au Congo, comment on décide si on va donner l'argent? Bon, maintenant, disons qu'on va l'argent. Ouais. Ce n'est pas poli de ma part de vous arracher la parole. Je demande au secrétaire de l'Assemblée de prendre note qu'on doit rappeler au président de la PO d'organiser une conférence sur l'exposé sur le secteur minier. Et là, je peux aussi parler maintenant du secteur artisanal. Comme ça permettra à tous les participants d'étancher leur soif. Monsieur le Président, à vous la parole. Non, il n'a pas encore fini, toi. Merci. Parce que le monsieur a une question à demander au Président. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la séance. Avant tout, je voudrais savoir si tout le monde a eu rempli la fiche. Si vous l'avez rempli, profitez-en pour le faire et puis le faire. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre travail. Cet après-midi, je tiens à vous remercier énormément. Tout comme je tiens à remercier notre secrétaire de la séance. Il y a une question là-bas, monsieur le Président. Tout à fait, merci encore. Alors, avant de passer à quoi que ce soit, je tiens à réitérer mes remerciements. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de notre jeune frère Gervais Taïno. Il est là avec notre frère Alain Kindek de Télé 24. Donc Gervais est là. Je vous ai parlé de lui hier, tout à l'heure. Il n'était pas encore arrivé. J'ai dit, avant de demander à votre communauté qu'est-ce qu'elle fait pour vous, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous faites pour elle. Gervais, vous voyez aujourd'hui là, quelque chose de très important au niveau de la famille. Il cherchait à me trouver une personne pour venir couvrir l'événement. Mais puisqu'il n'a pas trouvé la personne, il s'est déplacé. Ça vraiment, ça vaut quand même, ça touche beaucoup au cœur. Je vous ai dit aussi qu'il a dû couvrir l'événement de Papa Mba en juin. Comme ça, il était très occupé, mais il est venu. Il a fait de manière bénévole. Parce qu'il lui a dit, tiens, vous êtes jeune, vous êtes combien? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire ça pour notre communauté. Il est venu, il a fait. Sans demander un seul mot. Je suis fier de lui. Vraiment, des compatriotes comme ça, ce n'est pas facile de faire. Puis aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier notre frère Augustin Bazanguer, qui est ici. Vraiment, il était aussi très occupé. Vous savez, il a fait une conférence la fois dernière. J'ai été empêché. J'étais supposé y être, mais je devais être aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Je me suis excusé. Mais il n'agit pas comme nous agissons. Je ne vais pas son affaire, il n'est pas mon affaire. C'est sa communauté. Il est venu. Et même, il était venu pour les activités sportives en juillet. Mais il est très occupé. Vous savez, il a son média social, Onde Africaine, où vous avez déjà vu, il travaille avec notre frère Justin ici. Vraiment, ce sont des gens qu'il faut remercier. Tout comme notre frère Alain Kindeki avec Télé 24. Ce sont des gens qu'il faut encourager. Je vous remercie tous. Un petit rappel, Monsieur le Président de la PO. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse demander au secrétaire de noter qu'on voudrait, c'est une proposition, s'il y a possibilité, de revoir encore M. Michel Maté pour beaucoup plus, une audience beaucoup plus grande, c'est-à-dire, c'est une information très importante pour les membres de la communauté congolaise. Si on peut, la PO peut se mettre en contact avec lui pour lui donner certaines heures, un certain jour, inviter beaucoup de membres de la communauté congolaise
pouvoir l'écouter, si on peut encore lui donner une chance. Il n'y a pas de problème. Je suis en contact avec Mike depuis un certain temps. Je lui avais promis que je l'associerais quand même à un événement qui pourrait regrouper de nos compatriotes. Comme ça, lui-même, il leur parle. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Est-ce que c'est correct? Oui. Je suis disponible pour n'importe quelle réunion. Oh, merci. Au besoin, si vous voulez, je pourrais vous envoyer des informations aussi. Je voulais qu'il lui-même vous parle d'abord. J'ai déjà été en contact avec lui, on s'est rencontrés 2 fois. Et puis je lui ai prévu que s'il voulait venir aujourd'hui, il a accepté, il est venu. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, sinon, est-ce qu'il y a une question? Oui. Monsieur, posez votre question. Merci. Je suis Raymond finalement. Ma question était simple. Oui, je m'adresse, oui. Ma question était très simple. Je remercie le président parce que je le vois partout. Il est sur le terrain. Ma question était de savoir, et c'est la politique de la Cour de gérer les choses comme ça, qu'on voit toujours le président. Comme si vous personnalisez vraiment le problème. La Cour. On voit toujours, vous, comme vous dites que il y a beaucoup de sacrifices. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de décentraliser quand même qu'on voit les autres membres du conseil sur le terrain? Quand on vous voit, c'est bien, on voit le président de la Cour. Pourquoi on ne peut pas voir la Cour? On voit non, il est venu représenter la Cour. On voit toujours. Comme si c'est vous-même qui avez choisi cela ou pas. On voit tout ça, c'est ça ma question. Et pourtant, il y a tout un conseil, tout un comité de la Cour qui gère la Cour. On voit partout seulement le président. Merci beaucoup, mon frère Raymond. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis arrivé ici, mais j'ai trouvé les coordinateurs et le secrétaire général déjà ici. Je ne suis pas arrivé avant eux, mais je les ai trouvés. Ici? Oui. La réunion, ça c'est la réunion. Devant la télévision, je comprends. Je les ai trouvés devant la salle. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé après eux. Et j'ai beaucoup apprécié leur geste. Le vice-président n'est pas là. Bon, pour des raisons de famille, j'ai compris. Il y a des gens qui se sont excusés. Chacun fait son travail. Et puis, nous avançons. Vous voyez, nous sommes là. On n'a pas entendu des conflits. Bien. Ça fait plus d'1 an qu'on est là. On n'a pas entendu des conflits. On est toujours là. Sauf que, vous savez, quand vous travaillez, c'est comme une équipe de football. Dans une équipe de football, vous avez la défense, vous avez le milieu, vous avez l'attaque. Ceux qui jouent au milieu, voilà, les médiateurs, peuvent aller secourir l'attaque, ils reviennent au milieu et ils peuvent aller secourir la défense. Donc, vous comprenez un peu, c'est un peu ça le mécanisme. Donc, on travaille toujours, chacun fait son travail, et puis on avance. Donc, c'est ça le plus important. Mais, chacun fait son Question. Est-ce qu'il y a encore une question à poser au président de la Cour? Oui. Moi, je n'ai pas une question, mais je voudrais seulement rappeler au président que, vu que le temps nous est imparti, il va falloir qu'on réserve peut-être même 15 minutes de socialisation pour qu'on se mette... Oui, la nourriture est là. Non, c'est bon déjà, c'est bon. Non, parce qu'il n'a pas levé la séance. C'est vrai. Alors, oui. Moi, je n'ai pas de questions, mais seulement je voulais remercier le président pour le travail bien fait. Et votre équipe aussi, parce que je vous suis souvent dans le message que vous envoyez à tout le monde. Ce n'est pas une tâche facile. J'ai été aussi le président d'une grande communauté. Je voulais prendre cette opportunité pour vous dire félicitations et bravo. Je voulais aussi demander à tous les amis et les frères qui sont ici, les patriotes, que c'est mieux quand on sort d'ici qu'on parle aux autres. Parce que nous avons un problème très sérieux dans le monde. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est une conférence, mais il y a une trentaine de personnes. Or qu'à Toronto, nous sommes 400 personnes. Lui suggérait qu'on pourra le faire ça 2 fois. Je dis, aujourd'hui, c'est une seule fois, après une année, on ne parvient pas à avoir 200 personnes. Alors, je demande à tout le monde, tout un chacun, dès qu'on parle, dès qu'il y a la terre, que ça soit à côté, que ce soit Cocotte, nous sommes tous des Congolais. Qu'on se croise ensemble ici, qu'on en parle, qu'on en discute. Et s'il y a des questions à se poser, on se pose. S'il y a quelque chose à arranger, on s'arrange entre nous. Merci. Je voulais tout simplement dire ceci. Vous savez, même chez nous au Congo, tout le monde ne peut pas toutes choses ensemble.
même la politique, même ceux qui se disent la société civile, il y a toujours un peu de gens, un groupe de gens qui fait. C'est pas qu'aujourd'hui vous allez avoir tous les Congolais. Mais moi je pense que dans tout ça, c'est la qualité qui compte. La quantité, on n'en a pas besoin. La quantité, c'est tout le monde. Tout le monde est venu ici, tout le monde n'est pas savant, tout le monde ne s'intéresse pas à tout. Donc s'il y a déjà la qualité, je pense que c'est ce qui est important. C'est ça qu'il faudra encourager par exemple. Merci beaucoup. Monsieur le Président, on va vous donner quelques... Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très flatté. Vous savez, je vous ai mis un peu à pied d'épée. Il y a quelqu'un qui était supposé faire ça, qui est empêché, mais j'ai eu quand même le courage de bien procéder avec celui de cet après-midi. Je tiens à vous remercier sincèrement. Tout comme je tiens à remercier votre secrétaire de la séance, qui devait être notre secrétaire général, pour le travail que vous avez fait. En tout cas, merci beaucoup. Et aussi, je tiens à remercier tout le monde. Je remercie principalement Maman Madi pour avoir apporté un peu de lumière ici à la formature. Je tiens à remercier notre frère Patrick Kalanda qui s'est déplacé. Je tiens à remercier M. Marc Labbé pour s'être déplacé aussi, de nous avoir apporté cette information. Ça fait 2 fois, comme je l'ai dit. Je l'ai rencontré, mais je trouvais qu'il était important de venir ici pour vous parler, pour vous en parler de vive voix. Merci beaucoup à vous qui êtes intervenus cet après-midi. Et aussi, je tiens à remercier sincèrement du fond du cœur tous mes compatriotes que je vois ici, toutes mes soeurs, toutes mes mamans, tous mes frères, pour avoir abandonné vos activités cet après-midi. Il y en a beaucoup qui m'ont téléphoné pour s'excuser, qui sont déplacés ou même qui ne peuvent pas venir pour d'autres raisons. Même notre frère là-bas, il y en a qui a amené l'enfant à l'hôpital, mais qui s'est dérangé pour venir ici. Donc moi, je suis très touché. Il était avec l'enfant à l'hôpital, il a laissé avec la maman, mais il est venu quand même. Vraiment, ça me touche énormément. Je vous dis, où il y a la volonté, il y a du chemin. Je suis là, je vous dis, il y a des fois je dors 3h, 4h, mais le lendemain, je m'en fous, à 6h, je suis debout, je m'en vais. Dieu m'a encore donné la force, je fais ça maintenant. Mais je ne le fais pas parce que je le fais pourquoi c'est ça, je le fais parce que j'ai ça. Quand je regarde mes compatriotes, quand je regarde ce que nous avons comme notre pays, notre histoire commune, c'est ça aussi qui me motive à faire quelque chose. Si je dis, si je peux faire quelque chose, si je peux transmettre quand même, j'ai vu beaucoup de gens me dire quand je me déplace, me dire, mais président, vraiment, si avec ton énergie tu pouvais contenir les Congolais, notre communauté changerait. J'ai entendu des gens me dire ça, et ça me flatte beaucoup. Mais je l'ai toujours fait. Je m'en fous, quand j'ai le temps de dormir, je dormirai, je me reposerai. Même si je dors 4 heures, je dors. Il y a des fois où je suis crevé dans mon travail, mais je le fais toujours. Je travaille, tout ça, je fais ça, je fais ça. Je donne. J'ai un mandat. Mon mandat arrivera à terme, je quitterai. Mais je me donner quand même un exemple. Celui qui viendra après moi, il fasse la même chose qu'il va être là dans la même lancée. C'est une affaire de notre communauté. C'est comme on dit, les hommes passent, mais les institutions restent. Il faut de la fondation. Ça doit être du béton. Je donne l'exemple d'une maison. Vous voyez les intempéries, même aux États-Unis ou ailleurs. Si vous êtes un homme, vous voulez vous protéger contre les intempéries, vous devez construire votre maison avec des matériaux solides, durables. Pas même contre les tremblements de terre. De toute façon, que quand ça bouge, vous êtes là protégé. Il ne faut pas faire une maison avec des matériaux qui ne sont pas durables. Quand les intempéries viennent, vous commencez à vous perdre, vous allez vous cacher dans un coin parce que ce n'était pas durable. Alors, on doit construire notre communauté, on doit la bâtir. Il y a des hommes et des femmes qui ont une grande intelligence. Chaque personne est importante. Chaque personne est importante. Je sais que chacun ici est important. Vous avez quelque chose à donner. Vous avez de l'énergie, vous avez de l'intelligence, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, contribuez à ça. N'attendez pas quelque part pour venir juste critiquer, mais plutôt venez avec des idées. Ça a toujours été la façon de voir les choses. Si je vois quelque part qu'on fait quelque chose qui n'est pas très net ou très normal, je vais vous dire non, faites-le comme ça, faites-le comme ça. Mais je vais dire, c'est que vous avez fait mauvais, mais je dis rien de bon. Je ne vais pas vous proposer, je ne suis pas là pour humilier les gens. J'aime la modestie, j'aime conseiller même en police, dire souffler quelque chose à l'oreille, non, faisons comme ça, non comme ça. Donner des idées, tout simplement. Alors, ceci dit, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez abréger un peu parce que nous avons notre frère qui est mon ordinateur qui voudrait dire un mot. Tout à fait. Bon, alors, ceci dit,
De tout cœur, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui se sont déplacés cet après-midi pour venir à cette assemblée générale annuelle de notre association, de notre communauté. On aura d'autres échéances, on vous communiquera et puis nous pourrons aller de l'avant. Merci beaucoup, encore une fois. Merci. Éternel notre Dieu, nous venons auprès de toi en cette fin de cette rencontre éternelle. Bénir ton nom, t'exalter et t'glorifier. Parce qu'il est notre Dieu et le seul qui décide de la chose à venir. Merci de nous avoir bénis et d'avoir pourvu à cette déplacement, surtout à cette rencontre. Nous te disons merci, merci de nous avoir créés Congolais éternels et Congolais aussi de la justice. Merci, nous te disons merci pour cela et nous te recommandons toutes les décisions qui ont été prises dans cet endroit, dans ce lieu éternel, Dieu. Et nous te recommandons les conseils qui dirigent notre communauté, le membre de la communauté éternelle. Que tu nous bénisses et bénis-nous également sur le chemin de l'Église. Nous te disons merci pour tout ce qui a été fait et accompli jusqu'à maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Amen. La séance est levée.